Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette autre édition du Cercle de presse. Ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui celui qui a été le premier chirurgien autochtone au Québec, le Dr Stanley Volant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci, je suis content. Alors, ça va être l'occasion de revenir sur le défi qu'il a entrepris de marche de 7000 km à travers le Québec, le Canada, pour aller à la rencontre des Premières Nations, mais aussi de discuter de sa fondation, Les Chemins des 1000 rêves, pour encourager justement les Premières Nations à se dépasser. Aussi, ça va être l'occasion de parler de sa carrière, parce qu'actuellement, il est chirurgien à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, mais il y a de nouveaux défis qui s'en viennent pour lui. Alors, avant de passer à la période des questions avec les journalistes, on vous laisse une dizaine de minutes pour vous présenter vos projets. Donc, la parole est à vous. Kwei. Merci de m'avoir invité au Cercle de presse. Bonjour à tous. Kwei, ça veut dire bonjour en langue Innu. Je m'appelle Stanley Volant, je suis un Innu de Pessamit, que plusieurs personnes connaissent sous le nom de Bétiamit ou de Berzimis. C'est sur la côte nord, donc c'est environ 3 heures de route au nord de Chicoutimi. On passe par Tadoussac, puis on a encore 1h30 de route vers Pessamit. Et moi, j'ai été élevé dans ma communauté quand j'étais jeune par mes grands-parents qui n'étaient pas qui étaient des chasseurs, des trappeurs. Donc, j'ai grandi dans la vie traditionnelle autochtone. Et quand j'étais jeune, je voulais devenir un chasseur comme mon grand-père. C'était mon idole, mon héros. Mais mon grand-père m'a toujours dit, écoute, mon garçon, t'es intelligent, je pense que t'es mieux d'aller à l'école, aller à l'université pour apprendre la loi, la science des non-autochtones et ramener ça chez nous et pouvoir aider tes frères et tes sœurs. Donc, j'ai écouté la mission de mon grand-père. J'étais allé à l'université, puis moi, j'aurais pas voulu devenir médecin, j'avais peur du sang puis des morts, hein, puis c'est un peu un paradoxal d'avoir peur des morts et du sang puis de devenir chirurgien. Mais je peux vous dire, j'ai perdu connaissance plusieurs fois, dont la première fois en salle d'opération à Alma. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean me connaît bien, il a connu mes premières pertes de conscience. Et j'ai persévéré. C'est un message que je donne beaucoup aux jeunes de persévérer malgré les obstacles, malgré les peurs. Ces obstacles-là sont faits pour nous faire grandir. Et en 1994, je suis devenu le premier chirurgien autochtone au Québec. J'aurais préféré être le 100e. Le premier, on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup lourd sur les épaules à porter. Être le premier, c'est-à-dire être parfait, donner de l'inspiration aux jeunes. Et je suis loin d'être parfait. Je suis très imparfait. J'essaie de mieux le possible, mais j'ai quand même beaucoup de défauts. J'ai des belles qualités, mais c'était lourd à porter. Et en 2003, je suis venu travailler ici à Chicoutimi pendant presque 4 ans. Ça a été mes plus belles années de pratique. J'ai adoré le milieu ici à Chicoutimi, au Saguenay, en fait. Puis j'ai quitté en 2007 pour l'hôpital d'Ottawa. Puis quelques mois après, j'ai fait une grosse dépression. Puis vraiment, j'ai passé du très mauvais temps. J'ai pensé même au suicide. Et j'ai choisi la vie. La vie, c'est le choix le plus difficile, mais c'est le meilleur choix. Et je suis parti sur les chemins de Compostelle pour réfléchir. Et en marchant sur le chemin de Compostelle, j'ai fait un rêve que je marchais à travers le Québec, l'Ontario, le Labrador, et je rencontrais les jeunes pour leur dire l'importance de croire leur rêve, de jamais abandonner. Et j'ai décidé en 2010 de commencer cette marche-là. J'ai commencé à Natashquan et aujourd'hui, en 2017, j'ai parcouru près de 6000 km, enfin 5750 km de marche. Donc, usé beaucoup de bottes, de souliers, de raquettes à travers tout le territoire du Québec, de l'Ontario, du Labrador. Mais j'en suis sorti enrichi, pas juste de plusieurs kilomètres, mais de milliers de dialogues. J'ai rencontré plus de 30 000 personnes sur mon chemin. J'ai rencontré plus de 20 000 jeunes que j'ai su inspirer. J'ai marché avec plus de 10 000 personnes. Donc, c'est comme une grosse campagne électorale. J'en ai serré des mains, là, puis... Mais je promettais rien, moi. Je fais juste inspirer. Fait que c'est peut-être la belle chose quand on passe à une campagne électorale. Et depuis ce temps-là,
Plusieurs jeunes m'écrivent, des jeunes et des moins jeunes m'écrivent des témoignages sur Facebook, par email, pour me dire « Merci de m'avoir inspiré, merci d'avoir cru en moi. Aujourd'hui, j'ai réussi à me défaire mon addiction à l'alcool, aux drogues. Merci, je suis rentré à l'université, je suis devenu avocat, je suis devenu ingénieur, je suis rentré en médecine. Tu m'as inspiré. Donc, pour moi, c'est des beaux témoignages qui me donnent l'inspiration de continuer. Et c'est avec l'UQAC que j'ai fait mes premiers chemins, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a été mon partenaire initial dans cette marche-là de 6 000 km avec le Centre Nicanté et le directeur de Centre Nicanté, Marco Bacon, qui est mon petit cousin et grand ami, qui a cru à mon projet. Et en 2017, cette association avec l'UQAC s'est terminée. C'est une association sur 5 ans qu'on a prolongée sur 2 ans. Et j'ai vu qu'il était important encore pour moi de visiter d'autres écoles et de revoir les jeunes que j'ai vus. Le jeune que j'ai vu à l'âge de 5 ans, que je vois à l'âge de 8 ans et à 11 ans, pour lui dire « Est-ce que tu te rappelles de ton rêve? Tu te rappelles-tu du rêve que tu as mis dans mon bâton des 1000 rêves? » Et je pense que ça donne un espoir. Et quand ce jeune-là, à 13, 14, 15 ans, frappera le mur, tombera, bien, il se rappellera de ce message-là. Ah oui, cette année m'a dit de jamais abandonner. Même dans la nuit la plus noire, la plus froide, la plus dure, le soleil finit par se lever. Il va peut-être s'accrocher à cet espoir-là. Peut-être qu'il va éviter de se suicider et peut-être qu'il va continuer à persévérer puis à réaliser ses rêves et développer son plein potentiel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une nouvelle organisation qui s'appelle le Chemin des 1000 rêves, Poamoun Meshkonu, Path of the Thousand Dreams en anglais. Et cette organisation, c'est pour développer le plein potentiel des jeunes, promouvoir les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, pas juste physiques, mentales, psychologiques et spirituelles, parce qu'on croit beaucoup à la santé holistique chez les Autochtones. Et le troisième but, qui n'est pas le moindre, c'est la réconciliation. Parce que du racisme, de la méconnaissance entre Autochtones et non-Autochtones, j'en ai vu dans mes 6000 km, et c'est important de vaincre cette méconnaissance-là, d'apprendre à se connaître, parce qu'on a des belles choses à partager, et surtout un beau pays à construire. Et si on s'entend ensemble, là, on va construire un bel avenir pour tous nos jeunes, peu importe leur couleur de peau, leur langue, leur culture, leur religion. Je pense que je crois à l'être humain, je crois aux jeunes, je crois au potentiel et je crois à la réconciliation entre les générations et entre les cultures. Donc, pour moi, le Chemin des 1000 rêves, c'est ma nouvelle organisation, un conseil d'administration de 9 personnes. On va continuer nos actions. Les actions vont surtout porter dans des visites d'école, développement de jeunes ambassadeurs. En fait, moi, je veux continuer à marcher, mais j'aimerais ça que des jeunes qui ont cru à mon message, qui y croient, deviennent des ambassadeurs du message et deviennent des porteurs de mon bâton. Parce que je ne serai pas éternel, mais je crois à la passation de mon message à des jeunes qui deviendront des porte-parole de mon organisation. Puis moi, je deviendrai plus un facile tranquillement. Je marcherai moins. Et finalement, aussi promouvoir les saines habitudes de vie à travers des marches dans les communautés, où les communautés s'engagent à inspirer d'autres personnes à marcher, et inviter des non-autochtones à venir dans leur communauté. Par exemple, une marche à Masqueliage, les gens de Roberval pourraient venir, des gens du Saguenay-Saint-Jean pourraient venir à Masqueliage pour venir nous rencontrer, nous découvrir, dialoguer avec nous, s'enrichir. Parce que je racontais récemment, je vois des gens qui viennent dans nos communautés en voiture, puis ils font juste le tour de la communauté. Et en sorte, avec plus de tous les gens qui sont là, il y a juste des chiens en base d'année, des enfants qui courent partout, des maisons placardées. Bien, ces gens-là, ils viennent nous visiter, ils ne viennent pas nous rencontrer. Et de faire ces marches-là, il y aurait une rencontre qui se fait de façon vraiment réelle. Donc, c'est des actions dans lesquelles que je vais embarquer dans les prochaines années. Et j'espère que les gens m'aideront nombreux pour aussi les philanthropes de ce monde. Aider à financer cette organisation-là pour améliorer notre dialogue. Et ceci, je pense, ça résume un peu ce que je suis, quel mouvement. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être une question en commençant par rapport à la marche que vous avez entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris auprès des communautés autochtones? Quels sont les défis qui attendent ces communautés? Bien, ce que j'ai appris dans les 6000 km que j'ai fait, c'est j'ai vu plusieurs problématiques et défis et surtout aussi beaucoup de richesses. Un grand potentiel. La moitié de la population la moins de 20 ans. Donc, ça constitue une belle richesse.
mais un grand défi, parce qu'on ne développe pas le potentiel de ces jeunes-là. Ça risque de devenir une problématique. Ces jeunes-là ne nous aident pas à réussir le parcours scolaire, deviendront des décrocheurs, des alcooliques, des toxicomanes, et ça coûtera bien plus cher au gouvernement en général. Donc, j'ai appris ce potentiel-là. Et aussi, tout l'aspect de l'éducation qui est nettement insuffisant dans les communautés autochtones. On n'investit pas assez dans l'éducation, et j'ai appris à travers mes recherches qu'il y a un sous-financement pan-canadien de l'éducation chez Premières Nations. Et je pense que si on peut éduquer, donner une meilleure éducation aux jeunes autochtones, mieux les supporter, on développera leur plein potentiel et ça deviendra une richesse collective pour les Québécois et les Canadiens. Autre question, Louis Tremblay du Quotidien. Monsieur Valin, je ne prétends pas être un spécialiste des communautés autochtones, mais j'en ai visité une quarantaine au Québec. Autant à Beijing, les Inuits qui sont voisins, que sur la Côte-Nord, sur un village jusqu'à Bois-Saint-Pierre, Natashquan. Est-ce que la question n'est pas simple pour vous, mais elle est peut-être dure en même temps? On est en 2017, c'est la mondialisation. Toutes les fois que je vois là, je me dis, ils n'aiment sûrement pas le jeune pour les enfermer dans ces communautés-là. Il n'y a rien à faire. À Beijing, là, le débat, là, c'était on commence l'école plus tard le matin parce qu'ils écoutaient les émissions toute la nuit d'un canot américain. C'était triste à voir. Mais est-ce que les dirigeants autochtones peuvent encore penser qu'ils vont enclaver des jeunes éternellement dans des communautés en lui faisant croire qu'un jour, il va avoir du potentiel de développement économique mettons, à Natashquan? Oui, il y a un potentiel de développement économique, mais si tu ne travailles pas pour le conseil de bande, ton avenir n'est pas rose. Comment vous voyez ça par rapport où on est rendu sur la Terre, où il y a un éclatement? Vous êtes devenu médecin, là, mais ça semble difficile. En tout cas, rallier cette réalité-là, qui est l'ouverture du monde en ce moment, à cette fermeture-là, tu sais, comme une fermeture pour se défendre probablement, pas perdre sa culture, mais il reste que... Moi, je connais des gens qui ont décidé de ne pas vivre et de ne pas élever leurs enfants dans les réserves pour pas qu'ils soient exposés à toute la problématique. Puis, c'est une question qui demande une réponse très, très longue, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Tu as ouvert une boîte de Pandore, là. C'est une dissertation, une thèse de doctorat à faire, en fait. Mais, grosso modo, je pense que les communautés autochtones ont leur place. Je pense que c'est important de préserver nos enclaves culturelles. Et je donnais souvent l'explication des Québécois, c'est comme dire, tu sais, le gars de Vancouver, là, il peut dire, pourquoi que les Québécois s'enferment dans le Québec? Pourquoi que le Saguenay ne vit pas à Calgary ou à San Diego? Parce qu'il y a plein de belles choses, là. Tu sais, il fait bien plus beau à San Diego. Oui, mais il y en a encore plus de 150 000 qui vivent ici. Et pourquoi? Parce que il y a une histoire, il y a une culture qui est associée aux gens du Saguenay. Et même chose au niveau des Autochtones. Moi, j'habite à Montréal, j'habite à Dolbeau. En fait, j'habite un peu partout. Cependant, mon cœur est encore à Pessamit. J'ai grandi le long de la rivière Pessamit. Mes ancêtres, ma mère, mon grand-père, mes grands-parents sont enterrés dans le village de Pessamit. Pour moi, c'est important qu'on préserve un enclave culturel. Au niveau de l'éducation, je suis d'accord avec toi qu'il faut que l'éducation soit de meilleure qualité et qu'on ouvre les yeux aux jeunes, que le monde s'ouvre à eux. Cependant, je dirais, c'est important aussi d'avoir des bonnes assises culturelles pour être capable d'affronter le monde. Quand on ne sait pas qui on est et quand on s'ouvre au monde, on peut se perdre. Qui on est à ce moment-là, il y a des questions existentielles. Et je pense que si on donne une formation, une base culturelle aux jeunes, mais qu'on leur donne aussi une ouverture au monde pour qu'ils puissent, que le jeune cri de Waswanipi puisse être un avocat à New York ou un médecin à San Diego ou un avocat à Paris, je pense que c'est incroyable.
Mais cependant, quand il sera avocat à Paris, mais il va se rappeler d'où il vient, il va se rappeler de sa culture cri, de son histoire, il va savoir d'où il vient. De temps en temps, il viendra au Waswanipi et il va enrichir sa communauté de cette façon-là. Donc, une ouverture sur le monde. Puis je pense qu'il ne faut pas qu'on leurre nos enfants dans nos communautés. Ils peuvent être autochtones, peu importe dans le monde. Moi, je suis autochtone, j'habite à Boucherville, à Dolbeau. Puis je garde ma langue, ma culture très, très vive. Mais de temps en temps, j'ai besoin de retourner dans mes sources. Comme le Saguenayen qui habite à San Diego ou à Calgary, mais qui a besoin de revenir dans son Saguenay natal pour aller respirer l'odeur du Saguenay, puis d'aller dans les Monts-Valin. Fait que c'est un peu la réponse, je te donnerais très, très courte. Mais oui, je pense que il faut qu'on améliore notre éducation. Il faut que nos leaders disent à nos jeunes que l'avenir n'est pas seulement dans la communauté, mais qu'il faut s'ouvrir au monde. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il en reste dans la communauté, qu'ils soient des leaders, qui travaillent pour le Conseil de banque, pour le développement économique, pour l'éducation. Mais il faut que nos écoles préparent nos jeunes à s'ouvrir au monde. Peut-être de quelle façon on pourrait peut-être mieux les préparer à s'ouvrir au monde? Quelles sont peut-être vos idées pour justement avoir suffisamment de ressources pour aider ces jeunes-là? Bien, au niveau éducatif, les statistiques canadiennes démontrent que ça dépend de quel article que tu consultes, mais au Canada, mettons, il y a des articles qui disent qu'on investit de 12 à 13 000 $ par enfant pour l'éducation primaire, secondaire. Ça, c'est les chiffres canadiens, et ça varie d'une province à l'autre. Québec, un peu moins que l'Ontario, un peu moins que Terre-Neuve. Mais chez les Autochtones, le chiffre qui revient, c'est environ 7 000 $. Donc, c'est quasiment 2 fois moins pour les jeunes Autochtones. Et ça varie d'une communauté à l'autre. Il y a des communautés qui privilégient l'éducation par rapport à d'autres secteurs de leur sphère de vie. Donc, c'est nettement insuffisant. Puis un Autochtone, il y a déjà un blocage, un mur au niveau linguistique et culturel. Ça devrait déjà coûter un peu plus cher que le 12 000. Et il y a beaucoup d'Autochtones, probablement 2 fois plus, qui ont des problèmes d'apprentissage, TDAH et tout dans la sphère des taux d'apprentissage. Donc, ça devrait coûter nettement plus cher que le 12 000 et on a 2 fois moins d'argent. Donc, il y a une question de transferts fédéraux qui devrait être améliorée et aussi les communautés qui ont une responsabilité. L'argent qu'ils reçoivent du fédéral, ils doivent le gérer, ils doivent l'investir en santé, en éducation, en économie, en infrastructure. Donc, ils ont la responsabilité de dire, pour moi, le plus important, c'est de développer le potentiel de mes jeunes et des communautés le font. D'autres, malheureusement, ne le font pas parce qu'ils ont tellement de problématiques au niveau de l'habitation, au niveau de l'eau, qui sacrifient le budget de l'éducation pour donner de l'eau, un toit aux gens. Puis c'est important d'avoir un toit parce que t'as bien beau avoir une belle école, mais si ton toit coule, qu'il y a de l'humidité, qu'il y a 40 personnes qui habitent dans une maison qui a 3 chambres, l'éducation à ce moment-là est purement secondaire. Mais je pense qu'il faut inciter sur l'éducation, donner un support à l'éducation. Ça va donner un espoir à ces jeunes-là de pouvoir aller à l'université, aller au collège, soit revenir et enrichir la communauté ou enrichir le Québec et le Canada. Prochaine question, côté des communications étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi. Monsieur Vollant, vous avez évoqué un petit peu la question tantôt, justement, de l'idée d'une médecine holistique du côté des Autochtones. Puis vous opérez en ce moment dans un système qui est beaucoup plus, disons, scientifique, blanc, disons, dans sa philosophie médicale. Comment vous avez réussi à concilier ces 2 approches-là? Puis est-ce qu'elles sont encore présentes dans votre façon de pratiquer aujourd'hui? L'aspect holistique, je pense qu'elle est demeurée tout le temps à travers moi, à travers ma culture. Puis c'est sûr que quand je suis en salle d'opération, c'est pas très holistique en salle d'opération. Le patient, il dort, puis j'ai des instruments ultra modernes. Cependant, pour moi, c'est à la rencontre de mes patients. Puis mes patients vont le dire, puis j'ai beaucoup de patients que j'ai traités à Chicoutimi, des centaines, des milliers. Je pense que je suis caractérisé par mon humanité, mon ouverture, puis la personne, je la traite pas comme... souvent, on voit quelqu'un comme « Ah, c'est Monsieur X »,
c'est un problème de vésicule biliaire. Madame Y, c'est un problème de tumeur du sein. Mais la personne, c'est pas une tumeur du sein ou une problématique de foie. Il faut le voir de façon globale. Et quand je rencontre mes patients, bien, j'essaie de les voir de façon plus globale. Ça me prend peut-être un peu plus de temps. Peut-être que le Dr Barrette me dirait que je suis un peu hors la loi par rapport à ce qu'il voudrait que je fasse. Je prends un peu plus de temps avec mes patients, mais je ne serais pas capable de pratiquer une médecine, prendre juste 10 minutes pour un patient, parce que c'est important de voir la personne dans sa globalité. Le côté holistique des Autochtones, on dit que c'est la roue médicinale. Il y a quatre axes: le côté physique, le côté émotionnel, le côté mental, le côté spirituel. Par exemple, quelqu'un qui se fait amputer une jambe, c'est sûr qu'il va être déprimé. Fait qu'il y a un effet au niveau mental. Puis, ça va affecter aussi ses relations avec autrui, donc au niveau des émotions. Et aussi, bon, il va pas vraiment avoir doute spirituel. Il va dire pourquoi que le bon Dieu m'a fait ça, me couper une jambe, puis pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, il y a une destruction globale. Puis je pense qu'il faut réaligner tous ces axes-là pour que quelqu'un s'améliore. En mettant une prothèse à quelqu'un de sa jambe, peut-être ça ne réglera pas tous les problèmes qu'il y a au niveau émotionnel, spirituel et mental. Donc, il faut traiter la personne de façon globale. Les universités de médecine, de plus en plus, ont ce modèle-là holistique auprès de la médecine familiale. C'est sûr que dans les spécialités, c'est un peu moins inculqué, mais on essaie de l'inculquer pour rendre la médecine plus humaine. Et il y a des statistiques canadiennes qui démontrent que de plus en plus de patients délaissent la médecine occidentale parce qu'ils se sentent traités comme un morceau de viande. Parce que ça prend juste 5 minutes pour discuter avec son patient. Ils vont voir en médecine alternative qui prennent plus leur temps de parler. Donc, si on prend le temps de considérer le patient dans sa globalité, pour la médecine occidentale, ça va être une richesse. On va mieux traiter nos patients, ils vont être plus satisfaits et ils vont vraiment avoir des meilleurs, ce qu'on appelle des outcomes, de meilleurs résultats au niveau de la santé. Prochaine question, Louis Tremblay. Et voilà, on pourrait parler longuement de médecine et de M. Barrette. C'est notre ancien président de syndicat. Oui. Par rapport à la politique, parce que, évidemment, on voit là, que les sénateurs veulent veulent modifier, apporter des modifications à la loi sur le statut de l'Indien pour que les femmes puissent reprendre des droits dont elles n'ont jamais bénéficié. Mais il y a eu le gouvernement en paix où on peut dire que ça a été une période assez sombre pour les peuples autochtones. On n'a pas senti une grande... Pour les conservateurs de l'Ouest, c'est un autochtone de trop. Là. C'est un peu cette mentalité-là qu'ils ont. Est-ce que vous sentez que sous le gouvernement Trudeau, parce que c'est encore le gouvernement fédéral qui est quand même fiduciaire des Autochtones au Canada, est-ce que vous sentez que sous le gouvernement Trudeau, les choses risquent de bouger un peu plus? Bien, il y a beaucoup de paroles. Par part du gouvernement Trudeau, il y a une plus grande ouverture au niveau des Autochtones. Il y a des belles paroles. Il y a le discours de M. Trudeau à l'ONU il y a quelques semaines qui parlait de l'importance du Canada de mieux traiter ses Premières Nations. Cependant, des paroles, bien, on attend encore les actes et les actions qui en découlent. Malheureusement, les actions sont encore peu nombreuses. En 96, moi, je venais de finir ma chirurgie, mais il y avait une commission d'enquête, Erasmus Dussault, qui a duré 3 ans, de 93 à 96. Plus de 50 millions de dollars dépensés dans cette commission-là, qui m'a rempli d'espoir, en fait. Après 90, la crise d'Oka, j'étais un peu déprimé par rapport à la condition des Premières Nations puis nos relations autochtones et non autochtones. Et en 93, j'étais rempli d'espoir en disant que cette commission-là allait peut-être mettre fin au racisme, aux différences, et peut-être donner un espoir aux Premières Nations, parce que je voyais les Premières Nations, l'état de santé se détériorait, au niveau social aussi. Et en 96, le dépôt de la commission, rempli d'espoir en disant « ça va peut-être changer ». Il ne s'est rien passé jusqu'en 2004. En 2004, le gouvernement Martin a sorti l'accord de Kelowna, où plusieurs milliards de dollars devaient être investis annuellement pour l'amélioration des Premières Nations. Et Martin a été renversé, remplacé par Harper, qui a déchiré l'accord de Kelowna. Donc, en 2017, aujourd'hui, donc 21 ans après le dépôt du rapport Erasmus Dussault, bien, à peu près rien a été fait.
Et on se demande pourquoi les Autochtones sont dans un aussi mauvais état au niveau économique, au niveau santé, au niveau social. Bien, crime, il y a 21 ans, on avait un beau rapport, des solutions concrètes. Et si on voulait chiffrer un peu ce que Erasmus Tso suggérait, c'était environ 3 à 4 milliards de nouvel argent par année pendant 10 ans pour mettre à niveau les Autochtones au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau social, au niveau économique. Ça aurait donné, je pense, un sérieux coup de main aux Premières Nations. Et rien n'a été fait. Puis la situation s'est juste détériorée. On n'a rien investi. Et on a laissé la situation se détériorer. Et aujourd'hui, l'état de santé des Premières Nations est le pire qu'il a jamais été. Au niveau du taux de suicide, c'est incroyable. C'est 3 à 4 fois plus élevé le taux de suicide chez les Autochtones. Chez les Inuits, de 20 à 30 fois plus élevé le taux de suicide au Canada. Puis le Canada, c'est parmi les pays de l'OCDE, on est parmi les champions du suicide. Donc, les Autochtones, on a des champions des champions. C'est pas un championnat très reluisant. J'en suis pas très fier. Et j'espère qu'on pourra changer les choses. Regardez, moi-même, j'ai passé un doigt du suicide, fait que j'en connais quelque chose. Là, mais je pense qu'il faut que la solution change. Il faut réinvestir dans le plein potentiel des jeunes. Et je donnais l'exemple, ma réponse est un peu longue. Récemment, j'ai parlé à M. Couillard, puis et j'ai dit, écoute, le gouvernement fédéral, provincial ont investi environ 160 000 $ dans mon éducation pour devenir chirurgien à l'époque. Et aujourd'hui, en 2017, j'ai rapporté pas mal de 3-4 millions de dollars en taxes et impôts au gouvernement fédéral et provincial. Donc, vous avez fait une maudite bonne affaire. Un investissement de 1 $ qui a rapporté quasiment 40. Donc, si on investit dans le potentiel humain, on risque de rapporter gros. On bâtit des routes pour aller chercher les diamants du Grand Nord au nord de Mistassini. Bien, on devrait investir beaucoup pour extraire le potentiel humain des Premières Nations. Vous avez 3-4 millions. C'est excellent. Il faut dire c'est un bon retour. Plus que vous. Ah, il rapporte plus que moi. Il est un peu plus en moyenne. Plus que vous. Oui. Et vous allez témoigner devant la commission Écoute, Réconciliation et Progrès dans 2 semaines. Quel est le message que vous souhaitez lancer lors de cette commission? La commission sur les relations autochtones et non-autochtones, ben, ça va être un message qu'il y a beaucoup de chemin à faire au niveau de la réconciliation. La réconciliation est importante de part et d'autre, puis il faut apprendre à se connaître. Je pense que mon organisation que j'ai mise sur pied pour la réconciliation est très importante. Puis, je pense que les relations entre les Autochtones et non-Autochtones, ça a toujours été une problématique. Le racisme systémique, malheureusement, existe. On essaie de s'en cacher. Puis la commission, il y avait une commission qui devait avoir lieu à Québec, qui a été mise de côté par des pressions des partis de l'opposition. Mais je pense que du racisme, j'en vois dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé. Je vois mes connaissances. Mais il faut, je pense, briser ce mur de méconnaissance, de silence et apprendre à mieux se connaître. Puis, je pense qu'on va pouvoir peut-être avancer plus. Donc, je suis un peu déçu par la mise au rencard de cette commission-là. Je pense que ça aurait été un pas dans la bonne direction. Mais au niveau des Autochtones, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais il y a un grand travail des leaders autochtones aussi. On ne peut pas juste lancer la faute à la police, aux relations de la justice, mais il y a un travail à faire, une introspection à faire au niveau des Premières Nations. Il faut que nos leaders soient des leaders d'opinion, inspirer les jeunes pour aller dans la bonne direction. Justement, comme M. Tremblay disait, il ne faut pas leurrer les jeunes que l'avenir est dans la réserve. Non, l'avenir est en développant son plein potentiel, puis l'avenir, c'est le monde. Donc, Louis Tremblay, autre question? Oui, non, c'est toujours moi. Écoutez, toujours sur le plan politique et sur le plan de l'évolution, est-ce que vous considérez... Le premier discours important qui a été fait de l'État moderne du Québec, peut-être du Canada, c'est le discours de René Lévesque à Port-du-Sauvage quand ils ont 76-77, qui a dit que c'était le temps que ça cesse, puis il fallait venir en aide à ces populations-là. Il y avait eu l'injonction de l'abbé James. Les gens avaient un peu ouvert les yeux parce qu'à Bay James, les gens oublient qu'il y avait des épidémies de dysenterie chez les cris là, avant qu'Hydro-Québec arrive là.
Est-ce que vous croyez que le Québec est plus avancé que les autres provinces canadiennes, malgré le fait que c'est pas lui qui a la responsabilité fiduciail, c'est pas lui, il a sa politique, il a ses relations particulières, là, on négocie des traités. Est-ce que vous considérez que la situation est un peu différente au Québec qu'ailleurs au Canada, principalement dans l'Ouest canadien? Là, oui, la situation est un peu différente au Québec. Cependant, elle est différente juste pour une partie de la population autochtone du Québec. En fait, il y a deux solitudes autochtones au Québec. Il y a les peuples conventionnés, les premiers peuples conventionnés, c'est-à-dire les Cris, les Naskapi, les Inuits, et les autres, qui sont non conventionnés. Je pense que vous parlez de René Lévesque. René Lévesque, ça a été un des premiers grands premiers ministres qui s'est assis avec les Premières Nations, qui était très, très adulé par les Premières Nations. En tout cas, moi, je l'aimais tellement, René Lévesque, que je suis devenu même, en tout cas, nationaliste pendant quelques années. Lors du référendum de 180, je portais fièrement le oui, là, puis, et pourtant, mon grand-père m'aurait quasiment scalpé sur place. Mais cependant, je trouvais que ce premier ministre-là était quelqu'un d'ouvert, qui a tranché d'égal à égal, de nation à nation avec les Premières Nations. Donc, et malheureusement, au Québec, on a encore ce partage-là entre les peuples conventionnés et non conventionnés. Les peuples, le CRI a pris est maître chez lui. Et je pense que les autres Premières Nations n'ont pas cette chance-là. Je vais vous donner l'exemple de ma nation, les Inuits de Pessamit. Les barrages d'Hydro-Québec, ça a été les premiers barrages d'Hydro-Québec en 56, 60 et 58. Barrages Berzimis 1 et 2. Ils ont été bâtis sans le consentement de la population autochtone. Mon grand-père avait un territoire de chasse qui a été inondé. Puis quand je demandais à mon grand-père, qu'est-ce que tu as eu en compensation d'Hydro-Québec, il m'a dit, bien, une boîte de 30-30. Puis quand je le regardais, quand j'étais jeune, j'avais 7 ans, je disais, waouh, quel beau cadeau. Mais je me rappelle encore des yeux de mon grand-père qui regardait par terre. Oui. Puis une boîte de 30-30 qu'il y a eu en cadeau d'Hydro-Québec. On dit, voici ta compensation. Je ne sais pas comme ça doit coûter encore moins cher à l'époque. Puis je me rappelle les yeux de mon grand-père, puis ils ont baissé. Moi, je pensais que c'était cool comme cadeau, là, puis que j'étais jeune, j'avais 7-8 ans. Mais aujourd'hui, je revois ses yeux, puis qui disait, mon fils, j'ai honte. J'ai honte que j'ai pas pu gueuler, j'ai pas pu me défendre. Mais toi, tu es intelligent, tu iras à l'école pour apprendre leurs lois, leurs sciences, leur langue, et tu pourras défendre notre territoire qui était... pour moi, ça a été une grande, grande inspiration. Et Hydro-Québec, aujourd'hui même, encore Pessamit, on n'a pas de convention, n'a pas été signée. On est encore... récemment, ma cousine, qui a une pourvoirie juste au pied du barrage Berzimis 1, les vannes ont été ouvertes à full pin la semaine passée et ça a tout détruit leur installation, beaucoup de chalets de Premières Nations. Donc, Hydro-Québec, encore, néglige les Premières Nations. On n'a même pas de compensation, puis notre territoire est encore brisé, dépendant des besoins hydroélectriques de la ville de Montréal. Puis durant l'été, quand les Montréalais ont chaud, ils ouvrent les vannes pour faire de l'électricité et ça détruit toutes les fosses à saumon. Puis quand ils n'ont pas besoin d'électricité, bien là, ils ferment les vannes, puis là, ça achète les frayères à saumon. Donc, pour moi, on n'est pas encore au niveau de la réconciliation, de l'entente. Et je pense qu'il y a un grand travail à faire. Redonner la richesse aux Premières Nations pour qu'ils puissent se développer. Mais c'est sûr que l'éducation, pour moi, je vais encore taper sur le marteau, le clou de l'éducation. Donnons la chance à nos jeunes de développer leur plein potentiel. Prochaine question, Jean Laflamme. Docteur, dites-moi une chose. Souvent, on parle de la formation des Autochtones chez les universités, des collèges classiques. L'encadrement qu'ils donnent à ces élèves-là, apparemment, c'est très dispendieux. Alors, est-ce que c'est le cas? Comment est-ce qu'un enfant qui se fréquente à l'Université du Québec à Chicoutimi, l'encadrement, est-ce que c'est le cas? Qu'il paye un loyer, le gouvernement paye l'allocation de sa mère ou son père ou quelque chose de même? Et également, quel est le pourcentage de réussite? Je pense que c'est un problème qui ne coûte pas trop cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à l'université. Fait que, tu sais, bon. Mais les gens qui vont à l'université, au collège, ont une allocation mensuelle
ça dépend d'une communauté à l'autre. La communauté décide du montant qu'ils allouent à leurs étudiants. Il y en a qui allouent plus parce qu'ils veulent que les étudiants réussissent. Mais il y a des communautés qui en allouent beaucoup moins. Donc, c'est des décisions d'une communauté à l'autre. On peut prendre les 60 communautés autochtones au Québec et ça va être différent d'une communauté à l'autre. Moi, quand j'étais étudiant, dans les années 80, ma communauté m'allouait 480 $ par mois pour survivre, pour m'acheter, payer mon appartement, manger, puis payer mes frais d'inscription. Je pense que j'étais quand même choyé, mais je n'étais pas très riche. Parce qu'à la fin du mois, il fallait que je mange du macaroni, puis à peu près rien du tout, là. Je faisais pas une vie très, très riche. Donc, c'est pas... et il n'y avait pas beaucoup qui en profitaient. Donc, c'est important de bien supporter l'éducation. Supporter l'éducation collégiale, universitaire, c'est très important. Et de la bien le supporter. Et je pense qu'actuellement, il y a un phénomène très important. Il y a beaucoup de jeunes femmes autochtones qui ont eu des enfants très jeunes, qui ont manqué leur chance et qui, à 25-26 ans, ils ont eu 2-3 enfants, veulent retourner aux études. Ces jeunes-là ne sont même pas financés par leur communauté et on perd un grand, grand potentiel. Et dans mon organisation, je veux donner des bourses à ces jeunes femmes-là pour leur donner une chance de réussir parce que quand tu vas à l'école à l'UQAC avec 2-3 enfants en bas âge, tu as besoin de garderie, c'est des frais supplémentaires que ta communauté ne fournit pas. Et ces jeunes-là, souvent, s'ils réussissent, ils deviennent des avocates, ils deviennent des professionnels, ils deviennent des professeurs. Donc, je pense que c'est important de consacrer des ressources pour ces jeunes-là qui veulent réussir. L'éducation est primordiale pour les Premières Nations. Prochaine question. Le taux de réussite de l'université, est-ce qu'il est grand? Le taux de diplomation universitaire varie entre 4 et 10 %, donc 2 fois moins que les populations non autochtones. Puis ça a même diminué ces dernières années. Donc, puis il y a plusieurs jeunes qui quittent leur communauté et qui affrontent un peu une nouvelle culture. Et c'est dur pour quelqu'un qui a vécu dans sa communauté toute sa vie, qui arrive à Chicoutimi, à Montréal, à Québec. Ils se sentent un peu perdus. Moi, je l'ai vécu à un certain niveau. Quand je suis arrivé au secondaire à Québec, je me suis battu pendant presque 1 an parce qu'on m'appelait le Cawish, le sauvage. J'ai trouvé ça tough en maudit. Puis quand je suis arrivé à Montréal, dans la grande ville, bien, je me suis senti perdu. J'étais loin en maudit de ma forêt, là, de ma rivière Pessamite. Mais j'ai persévéré. Mais moi, je suis quelqu'un de très persévérant. C'est pas tout le monde qui est comme moi. Ma grand-mère m'appelait Coco Shoshtegwan. Coco, ça veut dire cochon. Puis Oshtegwan, c'est tête de cochon, c'était mon nom, là. Très persévérant. Puis j'ai persévéré. Pardon? Oui, maudit tête de cochon. Mais ça m'a dit Coco Shoshtegwan, que c'était mon surnom. Et j'ai persévéré, mais c'est pas tous les gens qui ont cette résilience-là. Puis quand j'étais au secondaire, même quand je retournais à mon propre village, j'étais considéré comme un traître. Fait qu'il me disait, t'es une pomme, t'es rouge à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur, parce que tu vas à l'école des non-autochtones. Fait que c'est pas facile. C'est encore comme ça. Puis... D'ailleurs, puis qu'il revient, il est mal vu. Il est mal vu parce qu'il dit, ben t'es en train de perdre ta langue, t'es en train de perdre ta culture, puis tu t'habilles différemment. Fait que c'est un combat qui est... Aux gros préjugés. Des préjugés de l'extérieur, des préjugés de l'intérieur. Fait quelqu'un qui réussit à l'école parce qu'il voulait vraiment. Mais moi, j'avais l'inspiration de mes grands-parents, de mes parents. Ma mère m'a toujours dit, « Toi, mon fils, tu vas aller à l'école aussi. Tu vas aller à l'université. » Parce que ma mère n'a pas eu la chance d'aller à l'université parce que dans les années 60, c'était interdit aux Autochtones d'aller à l'université. Il y avait la loi de l'émancipation, le règlement de l'émancipation à travers la loi des Indiens. Il fallait que l'Autochtone signe une décharge en disant que je renonce à mes droits d'Autochtone et que je renonce de retourner à ma communauté. Ça s'est établi dans les années 60, mais ma mère a vécu à travers ça. Et les religieuses qui l'enseignaient disaient, si tu vas à l'université, tu vas apprendre des mauvaises choses, tu vas devenir impur. Donc Les 5 ans. Oui, c'était... les curés, l'institution catholique. Fait que ma mère m'a poussé d'aller à l'université. Mon grand-père est mort en 82, puis il a été frappé par un gars en état d'ébriété.
Et pour moi, ça a été comme une motivation de dire, je vais réussir la mission de mon grand-père. Mais c'est pas tout le monde qui a cette ferveur-là, cette persévérance-là, résilience-là. Et je peux comprendre des jeunes qui abandonnent parce qu'ils se sentent pas compris. Et c'est important de développer le cadre de la sécurisation culturelle dans nos institutions pour que les jeunes autochtones qui arrivent à Chicoutimi, à l'UQAC ou au Cégep de Chicoutimi se sentent acceptés, respectés, compris. À ce moment-là, il va rester à l'école. Mais s'il se sent abandonné, mis de côté, parce qu'une couleur différente de peau, parce qu'il s'habille différemment, parce qu'il vient d'un milieu plus pauvre et qu'il se sent comme ostracisé, mais il restera peut-être pas. Donc, c'est important de la sécurisation culturelle. C'est dans tous les milieux, dans le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, c'est que les gens respectent la différence, accueillent, savent écouter, dialoguer. À ce moment-là, les gens vont rester plus. Puis, et je pense que c'est un combat que je mène et que j'essaie et que j'en parlais lors de la commission dans 2 semaines à Val-d'Or. Prochaine question, Joanie Lavoie d'ATM. Gabrielle, excusez. Pas de problème. J'aurais aimé ça avoir plus de détails concernant votre équipe que vous voulez créer au Grand Défi Pierre Lavoie en lien avec votre organisation de jeunes autochtones. L'équipe, le Grand Défi Pierre Lavoie m'a donné la chance de pouvoir participer au prochain 1000 km l'année prochaine avec une équipe autochtone. En fait, c'est mon organisation avec l'organisation du marathon Mamou de cette île. Donc, il va y avoir M. Roger Vachon du marathon Mamou qui va participer. Il va y avoir l'ancien chef de Mastoyage qui va participer, une personne de Wendake, moi-même. Et là, je suis à la recherche d'un jeune pour participer à ce 1000 km-là. Mais mon projet dans le futur, ce serait d'avoir une équipe complètement pour mon organisation et à chaque année, de pouvoir embarquer 4 jeunes autochtones de 18 à 25 ans pour les entraîner et leur donner l'inspiration de devenir des ambassadeurs du message de « tu peux réussir, tu peux être fier de qui tu es et si tu persévères, tu vas aller jusqu'au bout » et que ces jeunes-là deviennent des ambassadeurs dans leur propre communauté, des ambassadeurs de messages de promotion des saines habitudes de vie et de fierté et de persévérance. Et je ne sais pas si je vais pouvoir réaliser ce projet-là. Ça va dépendre du groupe du Grand Défi Pierre Lavoie, qui va me permettre d'avoir une équipe vraiment centrée sur le développement des jeunes. L'année prochaine, ça va être une première expérience. Ça va être déjà avec un amalgame. Mais je pense que dans le futur, ça serait plaisant de pouvoir avoir cette équipe-là qui pourrait devenir, à chaque année, 4 nouveaux jeunes qui deviennent les jeunes ambassadeurs dans leur communauté, des jeunes leaders. Moi, ce que je veux créer, c'est des leaders qui vont changer, des leaders d'opinion, des leaders, par exemple, des modèles positifs qui vont changer, qui vont amener d'autres jeunes à se prendre en main. Parce que moi, je suis un modèle, mais je suis un vieux modèle, un modèle 65. Quand je vois les jeunes de 14-15 ans, ils me trouvent sûrement cool puis bien intéressant, mais je suis rendu un aîné, quasiment, j'ai les cheveux gris. Mais s'ils voient un jeune de 18, 20, 22 ans qui dit le même message que moi, bien, ça va résonner encore plus fort chez les jeunes. Donc, pour moi, développer des jeunes ambassadeurs, c'est vraiment important. Et le Grand Défi Pierre Lavoie, le 1000 km, pourrait me permettre de développer un autre aspect de ce rôle-là d'ambassadeur. Et dans les communautés autochtones, est-ce que les jeunes étaient réceptifs à ce projet-là? J'en ai parlé à plusieurs personnes des communautés autochtones qui sont très ouverts à ça. Là, c'est de diffuser le message puis de trouver un jeune autochtone pour les prochains mois qui voudrait participer. Mais je pense que ça va être le problématique, ça va être comment choisir. Et par la suite, ça va être pouvoir l'équiper puis l'entraîner pour la prochaine année. Si c'est pas possible cette année pour des raisons logistiques, ce sera pour l'année 2019. Parce que ça demande une grande organisation. Puis mon organisation est vraiment naissante. C'est depuis seulement cette année que j'ai pu créer mon organisation. Le financement a été très tardif. J'ai eu mon financement. Je commence à avoir des sous qui rentrent depuis quelques semaines.
Mais tout seul, je suis pas capable de tout faire parce que j'opère déjà, j'ai des patients à charge. 60 de mon temps, c'est ma pratique. Puis je voyage beaucoup. Quand vous travaillez? Bien là, je travaille aujourd'hui. J'étais à l'urgence ce matin et à Dolbeau. Puis à 1h, je suis à la clinique externe. J'ai 30 patients qui m'attendent, je pense, à la clinique externe et toutes les chirurgies d'urgence. Et d'ailleurs, mon téléphone est ouvert parce que ça se peut que je reçoive un appel d'urgence, mais pas... J'ai quelqu'un qui me couvre, mais ça se peut que je dois... je fais de la chirurgie générale. Donc, moi, je suis chirurgien général, je ne fais pas d'urgence, mais quand quelqu'un a mal au ventre à l'urgence, c'est peut-être une appendicite, mais il m'appelle pour l'évaluer, ou une hémorragie. Donc, je ne suis pas urgentiste, je suis chirurgien. Mais quand on est de garde, on fait les opérations d'urgence. Donc, je suis de garde cette semaine à Dolbeau jusqu'à vendredi. Et là, vous travaillez aussi à Québec, à Montréal, de ce que j'ai compris? Je travaille pas du tout à Montréal, mais bientôt. C'est ma prochaine question, justement, un peu nous expliquer vos projets, parce que là, vous quittez bientôt la région. Oui, avec grand regret, je dois quitter Dolbeau le 1er décembre pour des raisons familiales. Je vais devenir chirurgien à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. L'hôpital Notre-Dame, actuellement, c'est le CHUM. Il quitte le 26 novembre et le 27 novembre, le nouvel hôpital communautaire Notre-Dame va ouvrir ses portes. Un hôpital de général où il y a des chirurgiens, des gynécologues, des orthopédistes, différentes spécialités, mais pas un hôpital tertiaire quaternaire comme le CHUM. Et je vais commencer ma carrière là le 1er décembre prochain. Donc, je termine mon association avec l'hôpital de Dolbeau, avec le CEUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, hôpital Dolbeau, avec une grande peine parce que j'adore la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon cœur est encore ici. Mes ancêtres ont chassé au nord de Chicoutimi. Chicoutimi, c'est un nom en Innu, hein, Chicoutimi. Puis, mes grands-parents ont chassé au nord de Péribonka. Donc, d'être dans la région ici, je suis dans ma région, je suis dans mon pays. Je suis un bleuet d'adoption, là, puis fait que j'oublierai jamais mon passage ici à Chicoutimi ou au lac. Et je vais quitter des collègues de travail qui sont plus que des collègues, c'est des amis. Des grands amis, des confidents. Et l'hôpital de Dolbeau, c'est un petit hôpital, mais avec un esprit de famille. Tout le monde me connaît. Puis les patients des régions de Chicoutimi, du Lac-Saint-Jean aussi, c'est des gens qui sont reconnaissants. Quand ils arrivent à mon bureau, même si j'ai une demi-heure de retard, là, ils disent « Docteur, je suis donc bien content de vous voir. » Puis je comprends pourquoi d'avoir attendu. Ils arrivent avec le sourire. Quand je vais arriver à Montréal, il n'y aura pas de sourire, mais je vais avoir peut-être des faces bêtes. Et l'hôpital où je vais travailler n'aura pas cet esprit familial-là. Donc, je quitte Dolbeau avec beaucoup de regrets. Je vais continuer à faire un peu de remplacement pendant quelques mois. Mais pour des raisons familiales, parce que j'ai un enfant d'1 an et 4 mois à Montréal, 1 an et 5 mois. Ma femme, et elle m'a dit, bon, c'est le temps que tu reviennes plus proche. Ton aspect nomade, mais je pense qu'il faut que tu sédentarises un petit peu. Et ça va me permettre aussi de pouvoir consacrer plus d'énergie dans ma fondation, dans mon organisation, d'aller faire des discours dans les écoles. Parce que faire du voyagement comme ça, toutes les 2 semaines, c'est dur pour la famille, c'est dur personnellement. Mais en même temps, professionnellement parlant, je quitte un milieu extraordinaire qui est le Lac-Saint-Jean. Mais j'ai beaucoup de regrets. Comme j'ai eu beaucoup de regrets de partir du Saguenay. Il y a 2 semaines, je suis venu ici à Saguenay. J'étais place du Royaume, puis il y a 3-4 personnes qui m'ont interpellé dans le centre d'achat. Ils m'ont dit « Docteur, vous revenez à Saguenay? » J'ai dit non, je suis juste en visite pour la fin de semaine. J'avais été donner une conférence à la Fondation Asselin il y a 10 jours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur que les gens gardent ce souvenir-là. Et moi, j'ai un très bon souvenir de mon expérience au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Puis mon cœur va toujours rester une partie ici. Puis bon, que nous réserve l'avenir, je ne sais pas. Puis on verra. Mais vous allez sans doute avoir l'occasion de revenir avec votre fondation. On peut nous expliquer les projets de marche que vous voulez organiser un peu partout dans les communautés autochtones? Oui. Donc, à la place de faire des grandes marches comme je faisais depuis les 7 dernières années, marcher pendant plusieurs semaines avec un petit groupe, ce que je veux réaliser, c'est des marches communautaires
L'année prochaine, je voudrais faire 12 marches communautaires à travers la province, à travers les différentes communautés autochtones, à Pessamit, à Ouachat, à Natashquan, à Mastoyache, à Obidjouan, à Manawan, en Gaspésie. Et ces marches-là, c'est pour mobiliser les gens dans leur village. Et j'ai déjà vu ces marches-là que j'ai fait il y a quelques années. Les gens, je marchais autour du village avec d'autres personnes, les gens sortaient et disaient « Je veux marcher l'année prochaine, je vais m'entraîner pour marcher ». Donc, pour moi, de pouvoir engager plus de personnes, réconcilier les générations, que les jeunes puissent marcher avec les aînés, et aussi, dans ces marches-là, d'inviter les gens des communautés non autochtones à venir nous rencontrer. C'est les marches que je veux organiser. Ce serait, on voulait les appeler les marches « Le défi du Dr Stanley Volant ». Mais peut-être qu'on va changer le nom parce que ça ressemble pas mal au défi de mon ami Pierre Lavoie. Pierre fait aussi des marches dans les communautés non autochtones. Puis on a décidé de se parler puis de pouvoir faire des marches en synergie, pas se compétitionner, mais pouvoir se compléter. Moi, mes marches, c'est vraiment dans les communautés autochtones, de réconciliation, d'amener d'autres personnes avec nous, et aussi que les gens, à chaque année, que le mouvement grandisse. Marcher, c'est facile. En même temps, ça peut être un grand défi. On peut marcher 6 heures de temps. C'est un maudit gros défi. Donc, ça ne demande pas une grande fortune, des chaussures, un bon manteau, puis du cœur. Et on peut marcher lentement, plus vite. On peut pousser des gens, on peut aider des gens à marcher. Donc, c'est vraiment quelque chose de très inclusif. Tout le monde peut marcher. Et donc, c'est vraiment le modèle dans lequel que je vais aller. Et aussi toutes les visites d'école que je veux organiser et développer mon groupe d'ambassadeurs. Donc, aider des jeunes qui veulent devenir des ambassadeurs, à les former, devenir des porte-paroles, à les inspirer. Et un jour, porter mon bâton qui contient maintenant 18 000 rêves. Hein. C'est quand même, depuis 3-4 ans, beaucoup de gens qui ont partagé leurs rêves. Et un jour, j'aimerais que le bâton en contienne 100 000. Ce sera peut-être plus moi qui va le porter. Ça va être un autre jeune. Et j'espère que ça va être pour bientôt. J'espère que quelqu'un prendra mon bâton, mon message et l'apportera à d'autres personnes. Et peut-être sur une note plus personnelle, vous êtes nouvellement papa. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant? Quelle est l'importance de transmettre aussi votre culture? Bien, ma fille s'appelle Béatrice, mais son nom autochtone, c'est Kamleshkus. Kamleshkus, ça veut dire « la femme qui est belle ». En fait, c'était le nom de ma mère. Ma mère s'appelait Clarisse Kamleshkus Volant. Puis quand je parle à des gens d'âge, ma mère est décédée à l'âge de 52 ans en 95, ça fait déjà 20 ans. Quand je parle de ma mère, quand je dis « Avez-vous connu Clarisse Volant ?» Les gens ils disent « Non ». Mais quand je dis Kamleshkus, « Ah, Kamleshkus! » Bien oui, j'ai connu Kamleshkus, c'était son surnom, son nom en autochtone. Et j'ai donné ce nom-là à ma fille. Donc, c'est un témoignage de l'importance de mon histoire, de ma culture. Et je lui parle juste en Innu. Hier, j'ai parlé par FaceTime. J'ai dit, bon, Kamleshkus, tu fais le matin d'Osim, Ouzem, papa. Ouzem, ça veut dire embrasse. Puis papa, je dis Noutaoui ou papa. Puis, j'y parle juste en Innu, donc elle est capable de me repérer l'anatomie, le nez, les oreilles, puis elle comprend ce que je lui dis en Innu. Puis ma femme, qui est une Québécoise, en fait, c'est une Saguenayenne. Ma femme est originaire de Chicoutimi-Nord. Mais elle adore la ville. C'est la petite fille de l'ancien ministre Boivin, ancien maire de Chicoutimi-Nord. Hein? Ah, je ne savais pas. Puis, donc, c'est une petite fille de Chicoutimi-Nord et, c'est... pardon? C'est la fille à Roxane? Non, c'est la fille à Marguerite. Marguerite et Jacques Desbiens, qui était professeur... c'est une Desbiens, Geneviève Desbiens, qu'elle s'appelle, ma conjointe. Et ma conjointe m'oblige à parler juste Innu à ma fille. À chaque fois, je parle un peu français. Elle dit non, t'as pas le droit de parler français. Puis elle m'engueule. Elle dit il faut que tu parles juste Innu. Donc, je suis content que ma femme me rappelle à l'ordre. Parce que des fois, j'essaie de parler en français, mais là, elle me dit non, il faut que tu parles en Innu. Et je vais transmettre cette valeur-là à ma fille.
à mon garçon puis à mes 2 autres filles. Et pour moi, c'est un cadeau que je leur donne. C'est une grande richesse. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Il reste quelques minutes. Oui, allez-y, vas-y. Famille à Foutinard, c'est important. C'est une petite fille du docteur Roch-Boivin. C'est ça, oui. C'est bon. Petite fille du docteur Roch-Boivin. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Bien, je vous dirais, le mot de la fin, c'est, en Innu, on dit « Tchaneshkomaten ». Tchaneshkomaten, c'est « merci » en Innu. En cri, on dit « miigwech ». Mais Tchaneshkomaten, ça veut dire « je te donne une outarde à manger ». Puis, en fait, la part des Autochtones ne savent même pas, mais c'est ma tante qui est linguiste, qui s'appelle Madame Joséphine Bacon, au Bubit, c'est son surnom. Joséphine, c'est une poétesse Innu. Elle a écrit plusieurs livres. Et Joséphine, qui est linguiste, elle me dit « Tchaneshkomaten », ça veut dire « Aneshk Chematen », je te donne une outarde à manger. Et j'ai compris pourquoi. Parce que les Autochtones ont été des nomades, des chasseurs. Et quand on donne une outarde, parce qu'on donne notre cadeau de vie à quelqu'un. Si je vous donne une breloque, un bracelet, mais je ne mourrai pas de faim la semaine prochaine. Mais je vous donne mon outarde, là, c'est parce que je vous aime en maudit, parce que ça se peut, je souffre de la faim la semaine prochaine, mais je vous donne le plus beau cadeau. Tchaneshkomaten, c'est un merci. Et souvent, dans l'humanité, pour remercier quelqu'un, on lui donnait à manger. Et c'est un peu, ça représente pour les Premières Nations, Tchaneshkomaten. Et j'espère qu'en s'ouvrant comme ça, les gens vont être plus sensibles aux Premières Nations, d'enlever leurs lunettes avec plein de préjugés, puis s'ouvrir aux différentes réalités. C'est sûr qu'on a des grands défis, des problématiques, mais on a une grande richesse. Notre langue, notre culture, notre art, notre histoire, une histoire partagée. Ça fait 500 ans et plus qu'on habite avec vous. Donc, on a une histoire commune et on doit célébrer cette histoire-là commune. On a survécu ensemble, puis on a grandi ensemble. Puis, si on apprend à se connaître, on va grandir encore plus, puis on va développer encore un plus beau Québec pour tous nos jeunes, qu'ils soient québécois, autochtones, peu importe leur religion, leur culture. Puis on développe le plein potentiel de ces jeunes-là. Bon, on sera nettement plus riche à la fin. Développons le plein potentiel, ouvrons nos cœurs, apprenons à se connaître. Et je pense que ça va bien aller dans le futur. Merci, Tchaneshkomaten.